Bienvenue à toutes et tous, bienvenue à ce magazine de la rédaction de Digital Congo. On va parler d'un sujet qui défraie quand même la chronique en faisant un zoom sur les missions, les limites, mais surtout le fonctionnement actuel de l'inspection générale des finances. Pour en parler, nous avons un invité, il est expert en finances publiques, il s'agit de monsieur John Ziombo. Bienvenue. Merci beaucoup. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Oui, évidemment, c'est Alors, vous êtes expert en finances publiques. Avec vous, nous pourrions avoir plus d'idées sur les missions de l'inspection générale des finances et surtout parler un peu de ces critiques qui nous viennent de partout sur le fonctionnement actuel de l'IGF avec à sa tête un nouvel inspecteur général chef de service, Jules Alingueté. Alors, première question, vous êtes expert en finances publiques. J'aimerais savoir, lorsqu'on se dit expert en finances publiques, c'est quoi exactement et quel est votre rôle dans la société et qu'est-ce qu'on peut, de quoi peut-on attendre de vous en tant qu'expert en finances publiques en RDC? Merci de la question. Et donc, on est expert en finances publiques parce qu'on a fait l'université et on a eu une spécialisation ici même au pays, à l'École nationale de finances. Donc, je me suis spécialisé en budget et comptabilité publique. Et actuellement, je suis candidat master en financial management à l'université Amity de la. Et donc, les finances publiques, c'est un domaine qui est vaste. Donc, de manière vulgaire, lorsqu'on parle de finances publiques, on parle des ressources de l'État et la manière dont ces ressources sont utilisées. Et s'il faut parler spécialement de l'inspection générale des finances. Justement, j'aimerais bien de vous que vous essayiez aussi, outre des explications sur les finances publiques, lorsqu'on parle de l'IGF, vous êtes dans les finances publiques, quel est le rôle que devrait jouer normalement l'inspection générale de finances? Quel est le rôle que l'inspection générale de finances joue? Une idée de votre part? Oui, en fait, pour donner l'idée aux téléspectateurs, dans notre pays, en République démocratique du Congo, les finances publiques sont régies par des lois et règlements. Et principalement, nous avons la Constitution de la République et nous avons la loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Nous avons aussi le règlement général sur la comptabilité publique et autres règlements, décrets qui régissent aussi les finances dans notre pays. Alors s'il faut s'atteler à la loi relative aux finances publiques, l'IGF, ce que l'IGF fait, c'est un contrôle. Et au niveau des finances publiques, il y a 3 niveaux de contrôle. Il y a un contrôle qui est administratif, il y a un contrôle qui est juridictionnel et un autre contrôle qui est parlementaire. Et au niveau des contrôles administratifs, nous avons le contrôle qui est exercé par les contrôleurs budgétaires, et donc les agents du ministère du budget qui sont affectés auprès des services. Les services de l'inspection générale des finances? Non, non, ça c'est dans la globalité, le contrôle qui s'effectue au niveau des finances. Alors il y a aussi les contrôles qui est effectué par l'ordonnateur, le contrôle du comptable public sur les réalisations de recettes et l'exécution des dépenses. Et vient en 4e position dans le contrôle administratif, le contrôle de l'inspection générale des finances. Donc, il faut mettre en tête qu'il s'agit d'un contrôle administratif. Et le contrôle administratif, si vous allez à l'article 111 de la loi relative aux finances publiques, c'est un contrôle de l'administration sur ses services. C'est ce que l'inspection générale des finances fait. Est appelée à faire. Est appelée à faire. Parce que c'est un contrôle administratif. Et pour parler aussi d'autres contrôles, le 2, donc le contrôle juridictionnel, c'est un contrôle externe parce qu'il est effectué par la Cour des comptes. Et un contrôle qui est a posteriori, c'est après donc l'exécution de la loi des finances que la Cour des comptes intervient pour contrôler. Et le dernier, le contrôle parlementaire, qui est un contrôle politique qui intervient pendant l'exécution de la loi des finances et même à la fin, lors de la reddition des comptes, le Parlement continue toujours à contrôler. Donc ici, on doit comprendre que l'inspection générale des finances effectue un contrôle administratif. Donc c'est un contrôle interne.
qui se limite... Qui se limite à l'interne au niveau des services internes de l'administration. Donc l'administration se contrôle lui-même. Ok. Voilà. Mais avant, je vais revenir sur ces détails qui semblent être intéressants. Monsieur John Ziombo, dans d'autres pays, je prends l'exemple du Congo-Brazzaville, qui n'est pas loin de la RDC, l'inspection générale de finances dépend du ministère, parce qu'au Congo-Brazzaville, c'est le ministère des Finances et Budget regroupé. Mais en RDC, l'inspection générale de finances dépend de la présidence de la République. Bon, c'est depuis le président Kabila, c'est le président Félix trouve ça. Mais est-ce que ça n'éloigne pas peut-être l'IGF au gouvernement? Oui, c'est une anomalie. C'est une anomalie parce que c'est depuis avant 2011, c'était en 2009, je crois, que l'inspection générale des finances a été rattachée au niveau de la présidence. Et l'ordonnance même qui crée l'inspection générale des finances de 87 avait placé l'IGF sous tutelle du ministère des Finances. Même ailleurs, comme vous avez dit, au Congo-Brazzaville, même en France, l'IGF est toujours sous tutelle du ministère des Finances. Et j'ai parlé de l'anomalie parce que même la loi dont je faisais référence, la loi relative aux finances publiques, qui a été votée et promulguée en 2011, ne donne pas la précision que l'inspection générale des finances doit être placée sous tutelle du ministère, sous tutelle de la présidence de la République. Parce que même parmi les autorités qui doivent saisir, qui doivent ordonner à l'IGF d'effectuer des missions, on ne cite pas expressis verbis la présidence. De la République. On parle du Premier ministre, on parle d'autres services et globalement on parle des autorités politiques, judiciaires et voilà. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Brazza, j'ai lu, il est dit notamment, je cite, que l'inspection générale des finances apporte une assistance technique au ministère des Finances ou disons au ministère des Finances donc dans ses attributions pour le contrôle de finances de l'État, les collectivités locales, des entreprises, des établissements publics. Elle a une mission générale de contrôle, d'études, de conseil et d'évaluation en matière administrative et financière. Vous l'avez dit ici, ce sont des contrôles normalement qui devraient être de contrôle administratif, mais on a comme l'impression, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, que l'inspection générale de finances aujourd'hui, on n'en parlait pas trop à l'époque du président Kabila, qui était en train de travailler en coulisses, je pense. L'IGF aujourd'hui semble devenir une inspection pour traquer les personnes. Certains disent même que c'est plus le spectacle que le travail. Comment expliquez-vous cela? Comment on se retrouve avec une inspection générale de finances qui fait trop parler d'elle? Et est-ce que ça ne va pas au-delà de ses missions? Oui, évidemment, il y a du spectacle. Du spectacle, mais dans la profondeur, nous savons qu'il y a énormément de problèmes liés à l'organisation et même au fonctionnement de l'inspection générale des finances. Je vais vous révéler que c'est depuis 2010 que les inspecteurs étaient retraités et jusqu'à ce jour, ils continuent à travailler. Il y avait un concours qui a été organisé en 2012 qui avait accouché d'une souris. C'est seulement aujourd'hui qu'on a affiché, 8 ans après, quelques noms pour dire qu'ils vont... parce qu'il y a eu récemment un recrutement. Et pense que... Mais est-ce que ce recrutement obéit aux normes pour intégrer l'inspection générale des finances? Je ne sais pas, ça on va suivre, parce que pour intégrer au niveau de l'inspection générale des finances, on doit être un stagiaire. Après le concours, vous faites votre stage de 2 ans. Après le stage de 2 ans, vous allez présenter et défendre un sujet que vous avez abordé au cours de ce stage de 2 ans. Et si c'est approuvé, c'est à ce moment-là que vous êtes reconnu inspecteur au grade de chef de division. Alors aujourd'hui, il y a aussi cette politisation de l'administration depuis un certain temps. Mais je crois que ce sont des antivaleurs parce que dans d'autres pays, la RDC devrait s'inspirer. Il faut qu'on ait une administration forte. On n'a pas besoin
des hommes forts dans notre pays pour développer le pays. Nous On avons a besoin beaucoup des plus administrations fortes. des administrations fortes et des institutions fortes. Des institutions dont le travail respecte les principes. Le principe. Mais il y a des plaintes au niveau même des assujettis parce que l'inspection générale des finances a une mission plus large de la surveillance au fait de l'application des lois et règlements en finances publiques. Mais est-ce que l'inspection a une main-d'œuvre capable de faire ce travail? Je causais avec un ami hier qui est dans un coin à Kasumbalesa qui me disait ce qui se passe sur le terrain, mais c'est horrible. On voit les inspecteurs un inspecteur qui arrive, qui pose des questions, mais qui après vous demande mais comment vous faites? Donc lui-même ne comprend pas d'abord. Mais il est quand même descendu sur le terrain avec leur démission. Et même d'autres sont passés au bureau et puis ils étaient époustouflés de constater qu'il y a des inspecteurs qui demandent comment ça marche, qu'est-ce que vous faites pour accorder des exonérations et ainsi de suite. Donc il y a aussi ces problèmes-là des compétences pour que l'IGF puisse arriver à produire un travail de qualité, et surtout à connaître ses limites, parce que dans l'exercice de ses missions, il y a aussi des limites pour l'inspection générale de finances. Quand on sait notamment qu'elle n'est pas une cour de justice, on a comme l'impression qu'il y a sur terrain une chasse aux sorciers. Lorsqu'on parle de l'IGF désormais, les gens courent de partout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu quelques démarches qui vont au-delà de ce que devrait faire l'inspection générale de finances aujourd'hui? En fait, c'est bien stipulé dans l'ordonnance qui crée l'inspection générale de finances. Oui, et le décret qui a complété cette ordonnance. En fait, l'IGF, c'est limite au niveau de l'administration. Donc, lorsque l'IGF programme ses missions annuellement, il fait rapport au président de la République, au gouvernement, et c'est limite par là. Donc, ça ne sert à rien de faire les bruits à la télé, les bruits à la suite du spectacle. Le travail devait se faire d'ailleurs en coulisses. Dans ses prérogatives, il n'y a nulle part où on dit que l'IGF doit faire des spectacles. L'IGF fait son travail conformément à un programme ponctuel ou annuel et présente ses rapports au président de la République, au niveau du gouvernement, et voilà, il se limite par là. Et ce rapport devrait d'abord passer, sur le plan du droit d'ailleurs, passer par la tutelle, donc la présidence de la République, avant d'être mis à la consommation du public. Évidemment. Mais lorsque on ne saisit pas encore le chef de l'État, mais on met à la consommation du public, et ça veut dire on veut démontrer autre chose que le travail. Oui, il y a un problème avec la configuration de la scène politique actuelle. Il y a aussi donc l'influence de la politique. Il y a aussi l'influence de la politique. Chaque groupe veut montrer que nous travaillons réellement. Et souvent, on essaie de traquer les membres de l'autre groupe, ainsi de suite. Mais c'est la population qui va subir les lourds sorts. Ouais. Alors, on parle du spectacle. Il y a même, je ne sais pas si vous avez été au courant de cette lettre-là, un patron d'entreprise, Lenny Londo, je pense que vous le connaissez, il a écrit une lettre ouverte au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en décelant 6 points comme dérive de la part de l'inspection générale des finances. Êtes-vous au courant de cette lettre? Vous avez eu le temps de lire la lettre? Oui, vous avez quand même jeté un coup d'œil. Exploiter un peu la lettre. Alors, lorsque autrefois, les patrons des entreprises ne se plaignaient pas, mais aujourd'hui, les patrons d'entreprises se plaignent, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Cette lettre évoque les exonérations. Notamment, oui. Les exonérations. Mais pourquoi l'État accorde les exonérations? L'État accorde les exonérations, c'est en contrepartie de la création de richesses au niveau interne. Par les privés, entre autres. Oui, par les privés, entre autres. C'est pas que l'État accorde des exonérations. Vous allez importer votre véhicule pour amener vos enfants à l'école. Vous allez solliciter une exonération, on vous accorde, et puis voilà. C'est plus au profit des entreprises, notamment privées, qui apportent un plus sur notamment les charges que le gouvernement a vis-à-vis de la population. Nous avons besoin des ressources internes, et en même temps, nous voulons accorder beaucoup d'exonérations. Je trouve qu'il y a vraiment un problème.
Parce que plus il y a des exonérations, plus on aura du mal. Parce que les exonérations au niveau de finances du pays, ce sont des dépenses fiscales. Okay. Donc c'est l'État qui dépense. Il dépense en exonérant. Alors si l'État va continuer à dépenser, aujourd'hui nous sommes aussi dans le contexte de la pandémie coronavirus. Ça fait que la marge de manœuvre pour le gouvernement aussi de mobiliser davantage de recettes s'amoindrit. Il y a aussi un autre aspect, même au niveau des opérateurs économiques, ils sont aussi en difficulté. Mais c'est une question de se mettre ensemble autour d'une table, discuter et voir quelles sont les mesures à adopter qui peuvent favoriser l'État d'une part, mais aussi les opérateurs économiques de l'autre part. Mais dans les exonérations, puisque vous parlez des exonérations dont notamment Lenny Londo a soulevé comme question, l'État se permet peut-être de moins gagner dans notamment la douane, pour ne citer que cet exemple-là, parce qu'il y a des entreprises privées qui, comme on dit, importent des produits au profit de la population. Lorsque c'est une entreprise qui apporte un plus, l'État donne des exonérations, mais c'est aussi une façon pour l'État d'appuyer ces entreprises-là. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais la logique en fait des exonérations, on peut même parler du partenariat stratégique sur les chaînes de valeur, d'un décret du Premier ministre signé pour... C'est pour des raisons de protectionnisme économique. On ne peut pas rester éternellement en train d'importer. Lorsque l'État accorde ces exonérations, c'est pour permettre à ce que les industries qui se retrouvent au Congo, les Congolais, puissent se développer vite. Parce que lorsque ces industries locales se développent, ils vont créer des richesses et cela va permettre à l'élargissement de l'assiette fiscale pour l'État dans les jours à venir. Allez-y, je vous Oui, mais les exonérations ne devraient pas être comprises juste seulement au niveau de faire entrer des marchandises et c'est limité par là. Il faut que ces marchandises qui entrent soient par exemple des matières premières. Les industries locales ont besoin de matières premières pour la production de certains produits à mettre sur le marché. Et l'État peut accorder des exonérations, mais il y a un critérium pour bénéficier des exonérations. Et donc ce n'est pas le fait de demander qu'on soit exonéré qui vous donne automatiquement... mais entre-temps, il y a la polémique, vous le savez. C'est pas pour rien qu'on parle de cette lettre de Lenny Londo et que vous avez soulevé la question des exonérations. Et dans la façon de faire de l'IGF, il semblerait qu'il y a des démarches allant dans le sens de supprimer les exonérations à certaines entreprises sans pour autant, comme vous l'avez dit, qu'il y ait une procédure de vérifier si ces exonérations sont légales ou pas. Parce que si on va dans le sens de vite supprimer ces exonérations, ça peut aussi déranger ces entreprises qui sont pourtant, pour la plupart, congolaises. Alors, selon vous, quelle devrait être la solution quant aux exonérations pour que l'État se retrouve, bien sûr, et que ces entreprises aussi ne soient pas surchargées et qu'elles continuent à fonctionner parce que, il faut le dire aussi, lorsqu'on voit ces entreprises congolaises, il y a aussi de l'emploi pour les Congolais. Qu'est-ce que l'État peut faire? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut peut-être se réunir autour d'une table. Vous pensez qu'un dialogue avant une décision peut être la solution? Oui. Et puis, oui, un dialogue peut être parmi les voies de sortie. Et aussi le travail que l'IGF est en train de faire sur le terrain. C'est vrai, il y a ce qu'on dit, mais ce qui est plus important, ce sont les pièces. La contre-vérification de l'IGF. Les documents que l'IGF détient actuellement peuvent servir de base pour des discussions plus approfondies par rapport à ces thématiques des exonérations. Parce qu'on doit le reconnaître, dans notre pays, nous connaissons les pratiques. Même si vous allez au FPI, le FPI qui encourage l'industrie locale, vous sentez qui prête de l'argent pour encourager l'industrie locale, mais ce sont les mêmes personnes
qui de fois ont du mal à rembourser. Oui, et ce sont les mêmes grosses légumes qui prennent de l'argent et qui ne remboursent pas. Vous sentez que ce sont les mêmes pratiques aussi au niveau des exonérations. Ce sont les mêmes grosses légumes qui sollicitent toujours des exonérations. Alors, est-ce que nous allons rester dans cette dynamique ou nous devons voir les choses autrement pour le développement de notre pays? Tout à l'heure, on a dit, l'inspection générale de finances a comme tutelle la présidence de la République, alors que sous d'autres cieux, c'est notamment le ministère de Finances. Est-ce qu'il faut, pensez-vous qu'il faut des réformes, peut-être, pour améliorer les choses, notamment dans les attributions des missions de l'inspection générale de finances, notamment quant à la tutelle? Pensez-vous qu'il faut des réformes? Oui, mais là, je disais tantôt, l'ordonnance de 87 qui a créé l'inspection générale de finances avait placé l'IGF sous tutelle du ministère des Finances. Donc c'est simple qu'on revienne à la normale, qu'on abroge le décret de 2003 qui avait placé l'IGF sous tutelle de la présidence de la République pour que l'inspection puisse jouir un peu d'une certaine indépendance lorsque les inspecteurs travaillent. Mais aussi parce qu'il ne faudrait pas que l'inspection générale de finances dépende que de la présidence. Qui dit dépendre de la présidence dit dépendre du président. Évidemment. Et il se peut que dans ces rapports, l'IGF puisse complaisant, oui, ou encore saute même le gouvernement. On a comme l'impression que ce que l'inspection générale des finances aujourd'hui fait, c'est directement le rapport au niveau de la présidence. Est-ce qu'il y a collaboration avec les autres structures? Oui, c'est ça, mais vous savez, depuis un certain temps, lorsque vous dites que je suis à la présidence, je travaille à la présidence ou sous tutelle de la présidence, vous n'avez plus besoin de passer par recevoir des injonctions de qui que ce soit. Donc, vous savez que moi, je passe tout droit. C'est la politique. Et vous savez, la politique est plus, monsieur, presque sur tout. Et dans le cadre de notre pays, c'est encore pire. Moi, je crois que ce qui est important serait de ramener l'inspection générale des finances sous tutelle du ministère des Finances. Que ce soit une structure qui travaille au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement, et qu'on puisse recruter des Congolaises capables de travailler. Nous avons l'École nationale des finances qui forme des jeunes qui se débrouillent bien en finances publiques. Qui peuvent faire une bonne carrière au sein de l'inspection générale des finances. Nous avons les atouts. Donc, en passant par les 2 ans de stage. Oui, ça peut aider à ce que l'inspection générale des finances puisse faire mieux son travail pour contribuer tant soit peu au développement du pays. Et est-ce qu'il y a des craintes que le travail de l'inspection générale de finances devienne assez politisé? Parce que certains observateurs disent que ce qui est fait, ça devient politique. On l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. Oui, parce que dans ces réformes, c'est important de voir aussi cet angle-là. Oui, lorsque vous voyez les sorties médiatiques de l'inspecteur général chef de service, vous sentez qu'il y a vraiment de la politique. Il y a de la politique, là, on ne peut pas le reconnaître. Et ce qui ne revient pas dans ses prérogatives de faire la politique, lui, c'est surveiller l'application des lois et règlements en matière de finances publiques dans notre pays pour aider le service de mieux faire leur travail. La politique, ce n'est pas pour l'inspecteur, le chef des services. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu de complaisance? Je ne vous demande pas de critiquer l'inspecteur général des finances, mais est-ce qu'il y a un peu de complaisance selon vos analyses? Oui, je peux dire ainsi, oui, il y a un peu de complaisance parce que c'est un travail énorme. Lorsqu'on parle de l'inspection générale des finances, c'est la sommité au niveau de la gestion des finances publiques dans un pays. Et donc, au sommet comme ça, on ne peut pas tout se permettre. Chaque fois, moindre mission, on a ça dans les médias. Vous notez, vous appelez les journalistes, vous parlez, ce n'est pas ce qu'on attend de l'inspection générale des finances. C'est un travail de terrain, un travail qui va nécessairement apporter un plus. Et c'est pourquoi même dans la cité, les gens disent oui, vous avez dit qu'il y a 1320 exonérations qui constituent presque la perte de 5 milliards de dollars au trésor public. Mais après vos missions, nous voulons quand même voir l'argent
vous faites allusion Le au milliard, revenu, le revenu, mais on ne voit rien. C'est ça aussi la conséquence de ces sorties médiatiques. Parce que pour arriver à redresser ce qui a été constaté dans les contre-vérifications de l'inspection générale de finances, c'est tout un travail du gouvernement. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc c'est un travail qui implique d'autres services. Il faut une collaboration. Il faut une collaboration. Et n'est pas qu'aller vers la présidence. Non, ce n'est pas ça. Il faut une collaboration des services concernés pour maintenant aboutir aux résultats escomptés. Et donc de l'IGF lui-même, d'elle-même, il n'y aura pas de résultats escomptés sans la collaboration avec d'autres parties prenantes. Et est-ce qu'il faut que le président essaye, lui, puisque c'est de lui que dépend l'inspection générale de finances, pour ces réformes dont il est question, dont on se lève ici, est-ce que vous pensez qu'il revient aussi au président de la République peut-être d'y penser pour mieux faire? Évidemment, il est le garant de la nation, des institutions et des bons fonctionnements, même des institutions. Il a cette charge-là. C'est simple, c'est question de revenir sur le point de départ. Il sait bien que l'IGF a été créé et il était sous-tutelle du ministère des Finances pour des raisons professionnelles, pour des raisons de ne pas verser dans ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et surtout de ne pas gêner les entreprises privées. Voilà. Parce que l'État n'est pas ennemi des entreprises privées. Ce sont ces entreprises privées qui permettent à l'État de souffler un peu, d'avoir des ressources financières internes. Et apporter un peu ce sont des partenaires traditionnels de l'État. Il ne faut pas trop de pression, il faut peut-être les voir et se réunir autour d'une table. Oui, c'est ça. Pourquoi on parle des politiques structurelles, des politiques conjoncturelles. C'est à l'État de voir quel est le climat actuel de l'économie du pays, comment l'État va se comporter pour générer des ressources, mais sans beaucoup étouffer les opérateurs économiques. Parce que quand il étouffe davantage les opérateurs économiques, certains vont fermer, et lorsqu'ils ferment, c'est un manque à gagner pour les trésors publics. Peut-être une dernière question, parce qu'on est presque à la fin de cet entretien. L'économie nationale, comment faire, parce que vous êtes expert en finances publiques, comment faire pour la République démocratique du Congo d'arriver un jour à des budgets allant de 20 milliards de dollars américains? Parce qu'autrefois, on a parlé de 11 milliards. Lorsque il y a rectification, ça a été présenté d'ailleurs tout récemment par le vice-premier ministre en charge du budget à l'Assemblée nationale. On est à près de 6 milliards, 5 milliards et demi. Comment faire pour avoir un budget conséquent et qui réponde aux besoins du pays? Combattre la corruption, notamment? Oui, évidemment, combattre la corruption. Mais aussi, ce qui compte beaucoup plus, c'est le patriotisme des gestionnaires. Chacun d'entre nous, des gestionnaires, ceux qui gèrent au quotidien les finances de l'État. Vous savez que dans notre pays, il y a cette pratique des sous-estimations des prévisions budgétaires. Parce que lorsqu'on élabore le budget, parlons du budget parce qu'il est élaboré au niveau du pouvoir central, au niveau des provinces et au niveau des ETD. Parlons le budget au niveau du pouvoir central. Lorsqu'on veut élaborer le budget, c'est une synergie des services qui se mettent ensemble pour jauger les indicateurs macroéconomiques qui prévalent au pays et savoir dans tel domaine nous pouvons faire tel type de prévision, dans tel autre domaine nous pouvons faire tel type de prévision. Mais c'est fait que même dans certains secteurs où l'État peut avoir suffisamment d'argent, le Congolais, il collabore et il sous-estime, il donne des fausses prévisions budgétaires. Et c'est pourquoi même moi, je n'ai jamais été d'accord de constater qu'il y a certains services qui disent tout haut que nous avons fait la plus-value. Comment vous allez mobiliser au-delà de vos prévisions au moment où les prévisions en soi en finances publiques constitue le minimum. Donc vous ne pouvez pas vous vanter de dire que nous avons mobilisé 100 000 et nous sommes déjà même au-delà de 100 000. Non, vous ne pouvez pas vous vanter parce que ça constitue le minimum. Si vous échouez, vous pouvez vous arrêter par ici. Mais dans notre contexte, les choses changent. Il y a tout l'amalgame autour des prévisions budgétaires
et qui occasionne à ce que lorsqu'on présente le budget, c'est vrai, on parle d'un budget irréaliste. Parfois, il est irréaliste dans le sens du Fonds monétaire international. Il est aussi irréaliste dans le sens congolais où certains ne veulent pas réellement dire qu'ici, il y a l'argent. Parce que si vous dites qu'ici, il y a l'argent, donc vous n'aurez plus la chance de soutirer un peu le coulage de recettes publiques. Voilà, c'est pourquoi je parle un peu beaucoup plus du sentiment patriotique pour que nous puissions... Parce que l'argent qui va dans les poches des individus, cet argent-là devrait rester dans les caisses, dans le trésor public, voilà, et pour servir le gouvernement dans les dépenses au profit du développement. Évidemment. Merci beaucoup à vous, Monsieur John Nziombo. Je rappelle ici que vous êtes expert en finances publiques. Est-ce que vous avez un dernier message peut-être à adresser aux Congolais dans le cadre toujours du patriotisme, sur ce qu'il faut préserver comme acquis pour le développement notamment? C'est inviter les Congolais au civisme fiscal. Nous voulons que le pays se développe, mais peu sont prêts pour payer notamment les impôts. Ouais, vous pouvez voir même les véhicules ici. Depuis le lundi, je vois la province est en train de traquer les véhicules pour payer la vignette. Je pense qu'il y a certains qui vont laisser leur véhicule à la maison en attendant que l'opération puisse passer. Fin. Ça, ce n'est pas bien. C'est aussi un manque à gagner. Et donc, j'appelle que les Congolais puissent avoir cette intérioriser cette culture-là de civisme fiscal. À ceux qui dirigent aussi, lorsque les gens payent les vignettes, de dédier cet argent réellement au développement, notamment pour les routes. Évidemment, d'utiliser cet argent à bon escient, mais aussi que le Congolais puisse avoir cette culture de suivre. De faire un suivi. De faire un suivi citoyen. C'est aussi une autre façon d'augmenter la responsabilité des gestionnaires publics. Merci encore une fois à vous, M. John Nziombo, expert en finances publiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous avez édifié sur les missions de l'Inspection générale des finances et on a soulevé ensemble quelques dérives, on doit le dire, qui sévit, en tout cas depuis l'avènement du nouvel inspecteur général des finances, chef de service. On espère aussi que les réformes souhaitées de permettre au ministère de Finances peut-être d'être la tutelle de l'inspection générale de finances au lieu de la présidence vont aboutir pour permettre une bonne gestion des finances publiques. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Il est clair que les questions économiques ne sont pas faciles à comprendre, mais nous avions ici fait un effort de vous expliquer ce qu'il faut. On espère qu'on aura d'autres émissions à ces sujets encore plus approfondies pour parler des finances publiques, notamment avec les missions de l'inspection générale des finances. Merci à l'équipe technique, merci à vous et bonne suite de nos programmes.